À l'hôpital Sainte-Geneviève de Bordeaux, tout semblait suivre son cours habituel ce matin-là. Les couloirs étaient pleins d'allées et venues de patients, de chariots médicaux et de conversations à voix basse entre médecins et infirmières. Pourtant, une tension inhabituelle flottait dans l'air, presque imperceptible, comme un courant électrique prêt à déclencher une tempête. Camille Dupont, une infirmière de 34 ans, respectée et adorée de tous, entamait sa 11e année au service des urgences. Dévouée, douce mais déterminée, elle était connue pour être celle qui ne dit jamais non, toujours prête à prolonger son service, à consoler un patient en détresse ou à soutenir un collègue en difficulté. Ce jour-là, on lui avait confié un patient âgé, visiblement désorienté, parlant uniquement italien et présentant des signes de détresse respiratoire. Sans hésiter, Camille avait pris les choses en main, traduisant avec son téléphone, rassurant le patient et préparant la salle pour une éventuelle intervention. Mais c'est justement son initiative et sa capacité à agir avec autonomie qui allaient provoquer un drame. Car au sein du service, tout le monde connaissait le docteur Marc Delattre, chef du service de cardiologie. Un homme de 57 ans, réputé pour son autorité, son arrogance et sa tendance à humilier publiquement ceux qui n'agissaient pas selon ses règles strictes. Depuis plus de 2 décennies, Delattre régnait sur son service comme un roi sur son royaume, imposant la peur autant que le respect. Il refusait la contradiction, prenait mal la moindre critique, et surtout ne supportait pas que quelqu'un d'autre prenne des décisions à sa place. C'est ce qui se produisit quand Camille, voyant que le patient était au bord de la syncope, prit la décision de l'oxygéner immédiatement en attendant l'arrivée du médecin référent, qui n'avait toujours pas répondu aux appels. Lorsque Delattre entra finalement dans la chambre, il vit Camille penchée sur le patient, tenant le masque d'oxygène en main, donnant des instructions à un jeune interne. Il explosa de colère. « Qui vous a donné l'autorisation de faire ça ?» hurla-t-il, sa voix résonnant jusqu'au bout du couloir. Camille, surprise mais calme, tenta de lui expliquer que le patient risquait de mourir sans intervention. Mais il ne l'écouta pas. D'un geste brusque et violent, devant tout le monde l'interne, 2 aides-soignants, et le patient il leva la main et la gifla. Le claquement résonna comme un coup de tonnerre. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Camille recula, portant la main à sa joue rougie. Elle resta figée, les yeux écarquillés, ne comprenant pas tout de suite ce qui venait de se passer. Autour d'elle, personne n'osait parler. L'interne regardait ses chaussures, paralysé. Les aides-soignants échangèrent des regards, mais restèrent silencieux. Le patient, qui ne comprenait pas les mots, comprit très bien la violence de la scène. « Dehors !» cria Delattre, les veines du cou gonflées. « Je ne veux plus jamais la voir ici. Vous êtes suspendu, effective immédiatement. » En quelques minutes, Camille fut escortée hors du service par un agent de sécurité, comme une criminelle. Son badge fut désactivé, son casier vidé. Personne ne l'accompagna. L'ordre du docteur Delattre était parole d'évangile. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une jeune aide-soignante, Chloé, avait discrètement filmé toute la scène depuis l'angle du couloir. Tremblante, elle ne savait pas quoi faire de cette vidéo. Toute la nuit, elle hésita. Elle pensa à sa propre sécurité, à ses collègues, à ce que cela pourrait provoquer. Et au petit matin, elle la publia anonymement sur une plateforme de défense des droits du personnel médical. La vidéo montrait tout, la violence du geste, le choc sur le visage de Camille, le silence complice des témoins, l'humiliation d'une professionnelle de santé pour avoir tenté de sauver une vie. En quelques heures, la vidéo atteignit des centaines de milliers de vues. Et rien ne serait plus jamais comme avant à l'hôpital Sainte-Geneviève. Lorsque le soleil se leva sur Bordeaux le lendemain matin, la ville s'éveilla au bruit assourdissant d'une vérité trop longtemps ignorée. La vidéo montrant le docteur Marc Delattre giflant l'infirmière Camille Dupont dans une chambre d'hôpital faisait déjà le tour de la France. Sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, des milliers de personnes partageaient les images, ajoutant des hashtags comme #Justice pour Camille, #Violence en blouse blanche ou encore #Delattre doit partir. En à peine quelques heures, plus d'1 million de vues avaient été comptabilisées. Les commentaires étaient sans appel. C'est ça la médecine en France? Elle sauve une vie et se fait humilier? Inadmissible. Les internautes ne se contentèrent pas de condamner. Ils racontèrent.
Et c'est là que le raz-de-marée devint inarrêtable. Des témoignages affluèrent de toute la France. D'anciens collègues, d'anciens étudiants en médecine, d'infirmiers, d'aides-soignants, de brancardiers. Tous racontaient des scènes similaires, vécues ou observées. Delattre, autrefois respecté comme un pilier du CHU Sainte-Geneviève, était désormais décrit comme un tyran en blouse blanche. Une ancienne interne raconta qu'elle avait quitté la médecine après un stage dans son service, où chaque erreur minime était sanctionnée par des cris, des humiliations publiques et des remarques sexistes. Une autre, devenue psychiatre, confia qu'elle avait suivi une thérapie de 2 ans pour se remettre de son internat avec lui. Un jeune infirmier expliqua que Delattre l'avait traité des imbéciles inutiles devant un patient mourant parce qu'il avait demandé une confirmation de dosage. La presse s'empara rapidement de l'affaire. Le Monde, Libération, France Info, tous titrèrent « L'hôpital face au silence coupable, la gifle qui fait trembler la médecine française ». Les matinales de télévision invitèrent des syndicalistes, des professionnels de santé, des patients, et tous étaient unanimes, il fallait que cela change. Mais le plus bouleversant fut peut-être le témoignage d'un patient. Un ancien militaire de 76 ans, opéré à cœur ouvert l'année précédente, appela en direct à l'émission de France Inter pour raconter comment Camille l'avait tenu par la main avant son opération, quand il avait peur de ne pas se réveiller. Il conclut, la voix tremblante, « Cette infirmière m'a sauvé l'âme. » Et ce médecin l'a piétiné. L'administration de l'hôpital tenta d'étouffer l'affaire. Un communiqué sobre fut publié, une enquête interne est en cours. Le docteur Delattre a été temporairement relevé de ses fonctions. Nous appelons au respect de la présomption d'innocence. Mais ce message, perçu comme froid et corporatiste, provoqua un tollé. Le personnel médical, jusque-là silencieux, organisa une marche blanche dans les rues de Bordeaux. Près de 4000 personnes, en blouse blanche ou en civil, défilèrent en silence, une rose blanche à la main. Devant les grilles du CHU, une pancarte attira particulièrement l'attention, « Le silence est complice ». Aujourd'hui, on parle. Camille, elle, se terra dans un appartement prêté par une amie à Arcachon. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des avocats, des collègues, mais aussi des anonymes, mères de famille, étudiantes, survivants de violences au travail. Elle lisait tout. Elle pleurait souvent. Elle doutait. Était-elle prête à incarner une cause? Était-elle capable de supporter le poids de milliers de voix qui se reconnaissaient en elle? Mais surtout était-elle seule? La réponse arriva sous une forme inattendue. Un courrier recommandé, tamponné du ministère de la Santé. Une convocation à une audition officielle. Le gouvernement ne pouvait plus ignorer l'affaire. Un comité spécial fut mis en place pour examiner non seulement la situation de Camille, mais l'ensemble des procédures internes du CHU. Dans le même temps, une pétition nationale recueillit plus de 500 000 signatures en moins de 48 heures, demandant la suspension définitive de Delattre et la création d'un organe de protection des soignants victimes de harcèlement ou de violence dans les hôpitaux. Et comme si tout cela ne suffisait pas à faire trembler les murs du pouvoir médical, un événement inattendu allait précipiter les choses. Le 3e jour après la gifle, une voiture noire de marque allemande se gara devant les grilles du CHU Sainte-Geneviève. Un homme âgé, au costume parfaitement taillé, en sortit lentement, assisté par 2 secrétaires et 2 gardes du corps. Il entra par l'entrée principale, sans badge, sans autorisation. Le personnel, stupéfait, se figea. Ils le reconnurent immédiatement, Émile Roussillon, ancien patient et aujourd'hui président du conseil d'administration de la plus grande fondation de santé privée de France. C'est lui qui avait fait un don de 20 millions d'euros au CHU 3 ans auparavant. Il ne venait pas pour un contrôle médical. Il venait pour parler. Et rien ne serait plus jamais comme avant. L'entrée d'Émile Roussillon dans l'hôpital Sainte-Geneviève fut aussi discrète qu'elle fut décisive. Les caméras de surveillance filmèrent l'homme de 82 ans traversant le hall principal, accompagné de 2 avocats en tailleur sombre, d'une assistante portant une mallette scellée et de son fidèle garde du corps, ancien gendarme. Malgré son âge avancé, son pas était déterminé, son regard acéré. Il ne s'arrêta ni à l'accueil, ni à la sécurité, ni devant les regards ébahis des infirmiers et aides-soignants. Tout le monde savait qui il était.
En 2022, il avait sauvé le service de cancérologie de la fermeture grâce à un don colossal. Et aujourd'hui, il revenait non pas comme bienfaiteur, mais comme homme en colère. Le docteur Delattre, averti de son arrivée par un SMS paniqué de la direction, tenta de se réfugier dans son bureau. Trop tard. Roussillon entra sans frapper. Derrière lui, ses avocats disposèrent sur le bureau plusieurs documents estampillés urgents, à remettre en main propre. Delattre, livide, tenta un sourire poli. Mais Roussillon ne lui laissa pas le temps. « Asseyez-vous, docteur, dit-il froidement, et écoutez-moi bien. » Il sortit une tablette et lança la vidéo de la gifle en plein écran, en augmentant le volume. Le bruit du coup résonna dans le bureau comme une gifle infligée à tout le système médical. Puis Roussillon parla, d'une voix grave, « J'ai regardé cette vidéo au moins 50 fois. Chaque visionnage me fait plus mal que le précédent. Cette femme, vous l'avez humiliée. Et vous avez souillé ce que représente cette blouse blanche. » Delattre tenta de se défendre, parlant de stress, de contexte mal interprété, d'actes isolés. Mais Roussillon l'interrompit. « Vous avez perdu plus qu'un patient, docteur. Vous avez perdu ma confiance. Et croyez-moi, dans ce milieu, cela vaut plus qu'un diplôme. » Il brandit ensuite un document officiel, la résiliation immédiate de tous les partenariats financiers entre la Fondation Roussillon et le CHU Sainte-Geneviève, sauf une subvention exceptionnelle d'un montant de 5 millions d'euros, dédiée à la création d'une entité indépendante de soutien aux soignants victimes de violences baptisée provisoirement le réseau Camille. Mais ce n'était pas tout. Sur un ton solennel, il ajouta « Et je veux que ce soit elle qui le dirige. » Dans le silence absolu qui suivit, la porte s'ouvrit lentement. Et Camille entra. Debout, droite, habillée sobrement, les cheveux attachés, elle tenait un dossier contre elle, les yeux brillants, mais la mâchoire serrée. Elle n'avait pas été prévenue. Mais elle n'avait pas hésité. Quand Roussillon l'avait contactée la veille au soir, elle avait d'abord refusé. Elle ne voulait pas revenir dans cet hôpital. Elle ne voulait plus croiser ces couloirs. Mais en le voyant, en l'écoutant, en comprenant l'ampleur du soutien qu'elle recevait, elle avait compris que cette histoire la dépassait. Elle devait revenir pour parler au nom de celles et ceux qui n'avaient jamais pu le faire. Delattre ne parvenait plus à soutenir son regard. C'est alors que, dans un geste inattendu, Émile Roussillon se leva et s'inclina légèrement devant Camille. Il déclara « Vous êtes le visage de ce que la médecine devrait être. L'humanité avant la hiérarchie. L'écoute avant l'orgueil. » Puis il lui tendit les clés symboliques du projet, devant le personnel, les caméras de sécurité et plusieurs membres de la direction convoqués d'urgence. Le moment fut capturé sur des centaines de téléphones. Une vidéo, publiée quelques heures plus tard, montra Roussillon posant sa main sur l'épaule de Camille et lui disant « Vous n'êtes plus seul. Et vous ne le serez plus jamais. » Le bruit de cette scène se répandit dans tout l'hôpital, puis dans toute la ville. Le soir même, le hashtag Camille est de retour était en tête des tendances Twitter en France. Des milliers de messages affluaient, de simples citoyens, de soignants en détresse, de survivants de violences au travail, mais aussi de personnalités politiques et culturelles. Des chanteurs, des acteurs, même des députés reprenaient son nom. Une question flottait dans l'air, allait-elle accepter? 2 jours plus tard, dans une courte vidéo publiée sur les réseaux, Camille répondit. Assise dans un petit bureau sans prétention, elle déclara calmement « Je n'ai jamais voulu diriger quoi que ce soit. Je voulais juste faire mon métier, aider, écouter, être là quand il le fallait. Mais puisque ce geste, cette gifle, est devenu le symbole d'un malaise plus grand, alors oui. J'accepte. Pas pour moi. Pour eux. Pour vous. Pour nous tous. » La vidéo fit des millions de vues. Et le lendemain, une conférence de presse fut organisée au ministère de la Santé à Paris, où le nom du programme fut officialisé, Fondation Camille Dupont. Quelques semaines après le lancement officiel de la Fondation Camille Dupont, la frénésie médiatique commença à retomber. Loin des projecteurs, Camille s'immergea dans la mise en place du projet, recrutement des premiers psychologues, création d'un site sécurisé pour les signalements anonymes, mise en place d'un numéro vert dédié aux soignants en détresse. Elle participait à chaque réunion, chaque décision,
chaque appel. Mais plus les jours passaient, plus une question la hantait. Et après? Avait-elle changé les choses, ou seulement illuminé un instant une obscurité trop enracinée? Pendant ce temps, l'enquête judiciaire contre le docteur Marc Delattre suivait son cours. Les preuves étaient accablantes, vidéos, témoignages, dossiers RH, anciens mai, lettres d'avertissement étouffées par la hiérarchie. Il fut officiellement mis en examen pour violence aggravée, harcèlement moral et mise en danger de patient. Interdit d'exercer la médecine pendant la durée du procès, il fit savoir par son avocat qu'il regrettait sincèrement ses actes. Dans une lettre manuscrite que reçut Camille quelques jours plus tard, il écrivait « Je ne cherche pas à être excusé. Je cherche à comprendre comment j'ai pu devenir cet homme. » Camille ne répondit pas. Pas tout de suite. Car au fond d'elle, elle ne voulait ni vengeance ni pitié. Elle voulait une justice qui répare. Une justice qui empêche la prochaine gifle. Alors elle continua son travail. Mais elle ressentait un vide. Un décalage. Elle, l'infirmière de terrain, était désormais dans un bureau. Elle portait un tailleur, pas une blouse. On lui disait Madame Dupont au lieu de Camille. Et le silence des couloirs d'hôpital lui manquait. Le contact. Le réel. C'est alors qu'elle prit une décision inattendue. Un matin de mars, elle annonça à son équipe qu'elle quittait la direction de la fondation pour retourner à la pratique. Non pas à Sainte-Geneviève, ni dans un grand CHU parisien. Mais dans un centre de soins communautaires de Montreuil, modeste, sous-financé, où les patients sont nombreux et les bras manquent. Les médias crièrent au scandale, une héroïne qui refuse la gloire? Camille quitte tout? Elle répondit dans une interview exclusive, je n'ai rien quitté. Je retourne là où je suis la plus utile. Là où tout a commencé. Dans le même temps, elle proposa une structure inédite, des soignants ambassadeurs, en poste dans différents établissements, formés à détecter les signaux faibles de souffrance psychologique et à accompagner leurs collègues. C'était sa vraie vision, ne pas créer une tour d'ivoire, mais un réseau vivant, humain, au plus proche du terrain. La fondation, désormais dirigée par une ancienne infirmière-chef du CHU de Lyon, continua de se développer. En moins d'un an, 1300 signalements furent pris en charge, 250 procédures juridiques lancées, 48 soignants accompagnés dans leur reconversion. Et puis, un jour de juin, Camille reçut un appel qu'elle n'attendait pas. Une lettre officielle du Conseil de l'Ordre des médecins, le docteur Marc Delattre avait été définitivement radié. La sanction était tombée. Pas seulement à cause de l'affaire Camille, mais parce qu'en révélant sa violence, elle avait déclenché d'autres révélations. Le système avait parlé. Elle relut la lettre du médecin, posée dans un tiroir, et cette fois, elle lui écrivit « Je ne vous pardonne pas. Mais je vous souhaite de ne plus jamais faire de mal. » Le lendemain, elle retourna au centre de Montreuil. Une patiente l'attendait, une femme âgée, tremblante, souffrant de solitude plus que de douleur physique. Camille s'assit à ses côtés, lui prit la main, et murmura « Vous n'êtes pas seule. » La vieille dame la regarda avec des larmes aux yeux et lui répondit « Vous me rappelez une infirmière d'un reportage. La jeune femme qui s'est battue. C'était vous? » Camille sourit simplement. C'était une autre version de moi. Aujourd'hui, je suis juste Camille. À la sortie du centre, elle croisa un jeune interne qui l'interpella « Madame Dupont, vous avez changé la France. » Elle s'arrêta, se tourna vers lui et dit « Non. J'ai juste raconté ce que personne n'osait dire. Ce sont ceux qui m'ont cru, qui ont changé la France. »